Mesdames, Messieurs, bonjour à vous et bienvenue. Encore un nouveau numéro passionnant de Nouvelle Ère, votre magazine qui s'intéresse au monde rural et à ce qu'il porte d'innovant et de positif. Alors, qui dit nouveau numéro dit forcément nouveau thème. Nous allons vous parler ce mois-ci d'entrepreneuriat en milieu rural. Est-ce que la campagne serait le nouvel Eldorado des porteurs et porteuses de projets? Quelles sont les réelles opportunités? Avec quels points de vigilance? Quels accompagnements? Eh bien justement, deux réseaux seront avec nous autour de la table, Femmes de Bretagne et France Active, que je m'en vais retrouver pendant que vous découvrez le sommaire vidéo de l'émission. Fabriqués à base de carbone préimprégné, un matériau solide et high-tech, ces foils se vendent aussi bien en Europe qu'au Japon ou en Nouvelle-Zélande. Des clients séduits par la qualité du travail à la française. La chance qu'on a ici dans l'atelier, c'est qu'on maîtrise toutes les phases de la fabrication. Que ce soit de la conception dans les bureaux, à la fabrication des moules, aux fabrications de pièces, jusqu'à la finition des pièces, on maîtrise tout ça. Eh bien Nicolas, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes installé ici avec votre food truck. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'un changement de reconversion professionnelle? Parce qu'avec ma femme, on en avait un peu marre de Paris, la région parisienne. On voulait s'expatrier un peu à la campagne. Et donc on a eu ce projet de venir sur Rennes. Pour pouvoir satisfaire un maximum de clients, il a choisi de proposer plusieurs services. Bar, boulangerie, boucherie, traiteur, épicerie ou encore point relais. On se diversifie, on fait un peu de bar, un petit peu. On multiplie les services afin de toucher le plus de clientèle possible, de façon à ce que quand un client vienne dans le magasin, on puisse trouver le service qui lui correspond. Le fournil était un projet, mais il n'y avait rien de concret. Et tout de suite, le propriétaire du magasin et de la ferme m'a dit moi, du local, ça me plaît, quoi. Je te suis. Donc dès que t'es prêt, je prends ton pain au magasin. Jean-Marc Esnault, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir sur le campus de Zeeland. Alors de quoi parle-t-on quand on parle d'entrepreneuriat en milieu rural? Est-ce qu'on entreprend beaucoup et sous quelle forme? Alors peut-être première information et non des moindres, ce qu'on peut dire c'est que l'entrepreneuriat en France se porte bien. Ça peut sembler un peu paradoxal puisque les entrepreneurs, les dirigeants viennent de traverser une crise sanitaire qui, d'une certaine manière, les a impactés dans leur modèle économique. Néanmoins, on s'est aperçu que sur l'année 2020, il y a une croissance de l'entrepreneuriat de l'ordre de 4% en France. Et quand on s'intéresse aux territoires ruraux plus spécifiquement, eh bien on se rend compte qu'il y a aujourd'hui 30% des entreprises qui sont situées dans les territoires ruraux, 30% d'entrepreneurs dans les territoires ruraux. Et je n'inclus pas dans ces 30% les exploitations agricoles. Or, à mon sens, les exploitants agricoles sont aussi des entrepreneurs. Ce qui peut être mis en parallèle là, c'est aussi la population qui est à peu près du même ordre. On a 30% de la population en territoires ruraux et 70% de la population en milieu urbain. Donc il y a un certain équilibre qui peut s'observer ici. Concernant la typologie des entrepreneurs, statistiquement, sociologiquement, on a pour habitude de distinguer les héritiers, ceux qui héritent quelque part d'une affaire familiale et ils ont pour motivation de continuer à conduire l'entreprise, l'entreprise qui peut être une entreprise du domaine commercial, du domaine de l'artisanat bien souvent. Bien sûr. Et puis vous avez aussi ceux qu'on appelle les natifs qui à un moment donné n'ont pas la possibilité de reprendre l'activité familiale, mais qui sont très attachés au monde rural et qui parfois ont dû quitter pendant 1 an, 2 ans, 4 ans, 5 ans leur campagne, mais qui souhaitent y revenir. Dans ces cas-là, si vous voulez, la difficulté, c'est qu'ils ne trouvent pas toujours un emploi salarié qui peut leur convenir. La solution pour eux, bien souvent, c'est de créer leur propre activité. Et puis, il y a une troisième catégorie qui est de plus en plus nombreuse dans nos territoires ruraux. C'est cette catégorie qu'on appelle les néo-ruraux. Ce sont toute cette population qui, aujourd'hui, a tendance à quitter la ville pour s'installer en campagne. Aujourd'hui, on a 70% de la population de plus de 30 ans
qui souhaitent s'installer dans les territoires ruraux. On sait que dans les territoires ruraux, le salariat n'est pas évident. Hein, et donc, là encore, l'alternative, c'est de créer son entreprise. Et puis forcément, quand on a une trentaine d'années, c'est aussi peut-être le moment où on a envie de se lancer ou s'essayer, ou concrétiser aussi ses aspirations d'entrepreneur ou d'entrepreneuse. Merci Jean-Marc pour cette entrée en matière. Nous allons maintenant nous tourner vers nos invités. Pierre-Yves Boulch, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes délégué général Bretagne de France Active, un réseau qui accompagne les entrepreneurs et entrepreneuses partout en France depuis plus de 30 ans. Et puis à vos côtés, nous avons Ghislaine Chauvel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes coordinatrice pour l'association Femmes de Bretagne. Alors vous êtes basée en Centre-Bretagne, à Rohan, entre Loudéac et Pontivy. C'est vous qui avez créé cette antenne en 2016. Vous étiez alors coach en immobilier et vous avez découvert Femmes de Bretagne à cette occasion. Et vous m'avez dit, j'ai trouvé ça génial. Qu'est-ce qu'il y avait de génial dans Femmes de Bretagne ? Oui, j'ai trouvé ça génial parce que c'est un réseau... Quand on est travailleur indépendant, on est rapidement tout seul, tout le temps. Et avec ce réseau, on avait la possibilité de contacter des femmes dans la même situation et d'échanger, de partager. Et ça, c'est super. Le réseau est vraiment basé sur la bienveillance, l'échange, le partage. Et ça donne des ailes quelque part, quoi. Ça aide. 1200 adhérentes à Femmes de Bretagne, 9000 abonnés sur la newsletter et 17 000 sur la page Facebook, ce qui prouve bien en fait l'engouement autour de cette envie d'entreprendre chez les femmes. Très rapidement, le besoin donc s'est fait sentir pour vous de créer une antenne en local, parce qu'au début vous alliez à des rencontres, mais c'était à Rennes, à Nantes. Et oui, dans les villes. Ouais. Mais je trouvais dommage qu'il n'y ait pas plus près de chez nous, parce que quand on est en Centre-Bretagne, on a tendance à penser qu'on est loin de tout, mais ce n'est pas le cas. Et on peut aussi faire des choses par nous-mêmes. Donc j'ai proposé au réseau, pourquoi on n'ouvrirait pas une coordination en campagne, à Rohan, 1650 habitants. Et il y avait du monde qui vous a rejoint. Oui. Comme quoi, parce qu'il y a des femmes, il y a des femmes entrepreneurs, il y a des femmes porteuses de projets qui parfois n'osent pas. Et le fait d'avoir un réseau qui est vraiment, j'ai envie de dire, dédié à elles, les entrepreneurs, et ça aide énormément et ça donne parfois le petit coup de pouce qui manque. Voilà, pour démarrer un projet ou le faire grandir. Des antennes locales, des permanences de terrain, c'est aussi ce qui caractérise et ce qui fait la force de France Active, Pierre-Yves Boulch. Oui, effectivement, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Ghislaine pour Femmes de Bretagne. On a, nous, un réseau qui s'est développé ces 10 dernières années sur une logique d'ancrage territorial, avec un constat, c'est qu'on étudie assez mal des demandes de financement de projets, parce que c'est notre cœur de métier historique, c'est financer des projets de création, reprise d'entreprise. On les finance mal quand on les finance à 200, 250, 300 km. Donc il faut qu'on soit en proximité des entrepreneurs pour bien connaître les écosystèmes locaux, bien appréhender les études de marché locales avec tous nos partenaires, bancaires, experts comptables, chambres consulaires, beaucoup de monde dans l'écosystème de l'entrepreneuriat. Et les réseaux d'entrepreneuriat féminin, on travaille aussi beaucoup avec Femmes de Bretagne. Et c'est comme ça qu'on a une vision pluraliste des projets et qu'on réussit à circonscrire le risque qui est inhérent à l'entrepreneuriat. Oui, un réseau qui se présente comme un mouvement d'entrepreneurs engagés. Ça veut dire quoi, ça, Pierre-Yves Boulch ? Alors, d'entrepreneur engagé, c'est un terme qui a fait beaucoup de débats quand on a construit notre projet stratégique et qu'il y a eu cette volonté de développer un mouvement d'entrepreneuriat engagé. L'idée était tout simplement de réussir à construire un réseau qui appuie l'entrepreneuriat à la fois sur une base technique, d'analyse de risque, de financement de projets, d'étude de la viabilité économique des projets, et en y mettant une volonté de plus-value sociétale. Et donc c'est le terme d'engagement finalement qui nous paraissait le plus à même de recouvrir l'ensemble de ces aspects, sachant que dans l'engagement, nous on met un impact social, impact en termes d'emploi, impact environnemental, on met également la logique de gouvernance en avant. Et puis le territoire, on a des outils financiers qui permettent de faire plus pour ceux qui habitent les territoires ruraux et les territoires quartiers politiques de la ville qui sont un peu moins favorisés que les autres. Exactement. Alors pour réagir peut-être au constat de Jean-Marc sur ce qu'il a dépeint de l'entrepreneuriat en milieu rural, on va confirmer tout ça. Ghislaine, qui sont les entrepreneuses de votre réseau ? Avec quel profil, pour quel projet ?
Alors c'est très varié évidemment, mais la plupart étant des travailleuses indépendantes, c'est souvent des professions du type dans le bien-être, beaucoup. Ces derniers temps, c'est quelque chose qui se développe énormément parce que elles peuvent travailler de chez elles et voilà, c'est souvent un premier pas vers l'indépendance. Aromathérapeute, voilà, naturopathe. Il y a toutes sortes de métiers, réflexologues, enfin il y a beaucoup de variétés. Beaucoup de créatrices. Beaucoup de créatrices, beaucoup d'artistes, artisanes également qui font poterie, bijoux, travail du cuir, il y a énormément de choses. Et puis il y a également alors des professions peut-être un petit peu plus originales. Ouais. Il y a des généalogistes par exemple. D'accord. Il y a aussi des femmes qui font de l'événementiel et qui du coup ça permet de aussi faire connaître d'autres lieux comme des espaces chambres d'hôtes, gîtes qui accueillent aussi des formations, des mariages, des séminaires et ça il y en a beaucoup et c'est un métier à temps plein, c'est pas juste une occupation. Oui, bien sûr. Voilà, on pourrait penser que chambre d'hôtes c'est pas vraiment un métier mais si. Accueillir des touristes, accueillir effectivement des événements, tout ça ne s'improvise pas. Je voulais juste ajouter que la campagne devenait de plus en plus un lieu de ressourcement. Et effectivement, il y a beaucoup de projets qui gravitent autour de ces accompagnements-là. Tout à fait, ça permet de rejoindre le tout. Voilà. C'est ça. Pierre-Yves Boulge, 1000 projets accompagnés par an, environ par France Active en Bretagne. Un chiffre qui est quoi? Stable sur ces dernières années? Et puis avec peut-être quelle typologie de projets? Oui, alors c'est un peu plus de 1000 effectivement projets qui sont accompagnés et financés tous les ans en Bretagne. Un peu plus de 3000 entreprises en portefeuille, pour prendre un terme un peu bancaire. On est financeur, on ne se refait pas. et sur les 1000 entreprises, alors le chiffre est à peu près stable sur les 3 dernières années. Avec la période Covid, forcément, on a eu une stagnation de notre activité alors qu'on avait eu un fort développement les années précédentes. Là, on sent que ça repart en ce moment. Il y a énormément de projets de création reprises. Et avec des typologies extrêmement variées. Ça va aller du dernier café-restaurant dans une zone rurale en reprise jusqu'à une structure qui est sur la mobilité des personnes en situation de fragilité économique, en passant, là je parlais avec ma collègue de Pontivy, qui est pas loin de Rohan, qui me disait qu'à Locminé, il y a eu un data center éco-territorial qui s'appelle Stratosphère, dont on a appuyé le financement. Alors avec d'autres, je crois qu'il est labellisé French Tech. Il y a un incubateur qui s'appelle Emergis qui a accompagné ce projet-là. Donc tout ça pour vous dire qu'on a des petits projets qui sont associatifs, sous forme commerciale, parfois sur des activités très classiques de restauration, d'autres des activités très innovantes. Il y a une diversité qui est extrêmement importante. Et avec quand même une dimension de plus en plus importante pour tout ce qui est la recherche de sens, l'inclusion. C'est vraiment, au-delà de la dimension commerciale, il y a cet aspect derrière qui pousse fort. Oui, c'est vrai qu'on voit émerger énormément d'activités avec cette dimension sociétale que j'évoquais tout à l'heure en évoquant l'engagement. Beaucoup porté par des jeunes générations sur des logiques de circuit court alimentaire notamment, qu'on retrouve beaucoup, et avec des activités de nature extrêmement variée. Alors, on est beaucoup sur l'impact environnemental, là, c'est très marqué depuis 2-3 ans. Et du coup, je vous propose de prendre la direction de Saint-Aubin-du-Cormier au nord de Rennes, à Gare précisément. C'est dans cette petite commune que Basile Thénon, un jeune boulanger originaire de Bordeaux, a posé ou plutôt construit son fournil il y a 1 an. Il a fait appel à du financement participatif et ses pains trouvent preneur dans des magasins de ferme et des AMAP. Reportage. La main est sûre, le geste maîtrisé. 3 matins par semaine, le fournil au bois de Moncoeur se chauffe au bois, lui, des campagnes environnantes. Basile, le boulanger, n'est pas tombé du lit, le pain non plus. Il avait pas envie de se lever aujourd'hui, le pain, là. Un peu froid. Ah, c'est bon. Il est un peu frileux, ouais. Ici, on ne se lève pas à 3 heures, car le pain ne sera livré que dans l'après-midi. Basile a choisi son rythme quand il y a 1 an, il s'est lancé dans l'aventure.
C'est à Gahar qu'avec Lucie, sa compagne, ils ont trouvé la maison de leurs rêves. Le projet de boulangerie paysanne a lui doucement poussé avec la bienveillance des gens du cru et notamment de l'agriculteur de la ferme des Viviers à 2 pas. Le fournil était un projet, mais il n'y avait rien de concret. Et tout de suite, le propriétaire du magasin et de la ferme m'a dit moi, du local, ça me plaît, quoi. Je te suis. Donc, dès que t'es prêt, je prends ton pain, quoi, au magasin. Un financement participatif est venu compléter le budget travaux. Ça m'a permis, du coup, en contrepartie, de leur livrer du pain chez eux. Ça m'a permis de discuter, de rencontrer tous ces gens qui étaient déjà motivés pour voir un nouveau boulanger sur la commune, quoi. Farine bio et locale, levain naturel, pétrissage à la main, cuisson au feu de bois. Une centaine de kilos sort du four chaque semaine, une production raisonnée à l'image de l'entrepreneur. L'entrepreneuriat, pas dans la vision qu'on peut avoir de cette fuite en avant vers on consomme, on produit, on veut toujours faire plus de sous. Il faut qu'une boîte, ça soit rentable et productif et rentable. Moi, c'est des termes qui me parlent pas. Hop. C'est ça, voilà, ça fait 1 an, mais l'idée derrière, c'est d'accueillir du monde sur place, en woofing, soit sur le jardin, on va planter des arbres, on va planter un projet de mini-forêt comestible, une forêt fruitière et tout ça. Donc l'idée, c'est pas que pour nous, quoi, c'est que ce soit ouvert. Et donc le fournil est au milieu de ça, mais dans le projet, il y a aussi un projet de vie, en fait. La ferme des Viviers a tenu parole. Le pain y est vendu chaque vendredi, tout comme dans l'unique épicerie-bar de Gahar. 2 AMAP de Rennes et Béton distribuent aussi les pains du Bois de Moncoeur. Voilà, nous allons maintenant parler des marchés porteurs. Sur quelle activité se lancer aujourd'hui quand on veut s'installer en milieu rural, la boulangerie par exemple, mais pas que. Dans des territoires ruraux comme le pays de Pontivy, l'Oudéac, est-ce qu'on trouve beaucoup de projets autour de l'alimentaire, autour du circuit court, Ghislaine ? Oui, certainement, et notamment les femmes, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont agricultrices ou productrices et qui transforment et qui maintenant vendent des produits qu'autrefois elles ne faisaient pas, quoi. Ouais. Et donc maintenant, il faut trouver un endroit où vendre ces produits. Et ça, Femmes de Bretagne peut aider, le réseau peut aider justement ces femmes sur ce secteur ? Nous, on a essayé sur notre secteur, en tout cas, de proposer quelque chose, parce que effectivement, que ce soit les créatrices ou les productrices, pour vendre leurs produits, il fallait aller dans les villes ou sur la côte ou dans les boutiques de créateurs, mais il y en avait rarement sur notre secteur. Donc, on a initié en fait l'ouverture d'une boutique éphémère à l'abbaye de Bon Repos, il y a maintenant 5 ans. Qui s'appelle Berbad. Qui s'appelle Berbad, éphémère en breton. Et dans lequel on peut trouver justement un débouché local pour toutes ces créatrices, quelle que soit leur production quelque part. Exactement. Ce sont, les exposantes assurent une permanence de la boutique de temps en temps. Elles sont au moins une douzaine à exposer en même temps. Et ça peut tourner pendant l'été. Et ça plaît beaucoup parce que tout est production locale, tout est fait main. Il n'y a pas de made in China. C'est que de la production bretonne, pur jus. Et donc, il y a de tout. Hein. Il y a là aussi des artisanes et puis aussi les productrices. Donc, qui peuvent, vendre leur production directement aux consommateurs. Jean-Marc Esnault, vous parliez tout à l'heure de l'évolution un petit peu de la population aussi en milieu rural et donc des besoins sans doute. Est-ce que tout ça, ça guide aussi les projets de demain pour les entrepreneurs ? Oui, pour plusieurs raisons, parce qu'effectivement, on constate un mouvement démographique, comme je le disais, des villes vers les campagnes. Donc il faut accompagner ce mouvement-là. Et ces populations qui viennent s'insérer dans les territoires ruraux ont des besoins aussi en termes de services, par exemple. Il faut penser à cet accueil-là sur nos territoires. Et puis, je crois que la ruralité
c'est le lieu où on pourra peut-être trouver un certain nombre de solutions. On parle beaucoup aujourd'hui d'énergie renouvelable, la question environnementale, la question du produire et du consommer local. Tous ces sujets-là sont des sujets inhérents à l'évolution de nos territoires ruraux. Et puis moi j'ai envie de vous faire partager aussi quelques observations. Aujourd'hui, on a des hommes d'affaires qui s'intéressent à nos territoires ruraux, à ce qui constitue nos territoires ruraux. Bill Gates est devenu aujourd'hui le premier propriétaire foncier aux États-Unis. Elon Musk s'intéresse beaucoup au captage du CO2. Xavier Niel a construit un campus hectare autour de Paris. Il s'intéresse beaucoup, il investit dans la viande artificielle. Donc tous ces sujets-là, qui quelque part sont des sujets qui intéressent l'agriculture, l'environnement, nos territoires ruraux. Alors, ce qu'il faudrait il faut éviter, rester vigilant sans doute. C'est ce que j'allais dire. Ce qu'il faudrait évidemment éviter, c'est que tout ça conduise à une financiarisation quelque part de l'économie agricole et environnementale. Et pour éviter cela, il faut sans doute, comme le fait très bien France Active, accompagner des petits porteurs de projets, nos agriculteurs, des entrepreneurs sur nos territoires. Je voudrais qu'on fasse un petit coup de projecteur à travers la chronique de Charlotte. Alors, notre experte du web ne pouvait pas être présente aujourd'hui physiquement à nos côtés, mais elle a tout de même exploré la toile et les réseaux sociaux pour nous dégoter des porteurs et porteuses de projets qui ne manquent pas d'audace et de tchatch. Regardez. Entreprendre, c'est évidemment possible partout. Que ce soit à quelques kilomètres de Fougères en rénovant un vieux collège ou en Alsace en posant du carrelage, l'entrepreneuriat en milieu rural semble se développer. Près de Fougères, en Ille-et-Vilaine, Aurélie et Rod ont eu une idée un peu folle, rénover un vieux collège désaffecté depuis 1991. Après le premier confinement, ils se lancent dans ce projet faramineux. Ce collège de 1900 mètres carrés tout de même leur servira de domicile, mais sera également transformé en un vaste lieu culturel. Pour documenter l'avancée des travaux, ils ont lancé un compte Instagram appelé le collège Foufoufou, en référence à un vieux manga, et cumule plus de 50 000 abonnés. Leurs followers suivent quotidiennement leurs aventures entre travaux, expositions de street art et rencontres. Pour en savoir plus sur le collège Foufoufou et suivre les aventures d'Aurélie et Rod, rendez-vous sur leur compte Instagram. Et puis quand il y en a qui rénovent par passion, il y a ceux qui en font leur métier. C'est le cas de Kelly Cruz, une jeune Alsacienne qui casse les clichés. Lorsque l'on pense pose de carrelage, on n'imagine pas toujours une femme aux ongles longs, et pourtant, Kelly, c'est ça. Je suis une bête de meuf, j'ai des bêtes de sac, une bête de beauvais en bête de taf. Je t'ai pas attendu pour kiffer ma vie, et c'est pas avec toi que j'ai découvert Louis V. J'ai des bêtes de potes, une bête de cartes, et c'est pas le temps dessus, non c'est bien mon bleu. À 29 ans, Kelly fait partie des 12 petits % de femmes travaillant dans le BTP en France. C'est peu. Alors pour remédier à ça, la jeune Alsacienne a lancé un compte TikTok réunissant aujourd'hui 520 000 personnes et plus de 7 millions de likes. Sur la plateforme, elle partage son quotidien de carreleuse en cassant les clichés et ça marche. Emmanuel Macron lui a même laissé un message sur l'application, l'encourageant et la félicitant pour son combat contre les préjugés. Ensuite pour le lycée, perso j'utilise un bâton à glace et ça marche tout seul, c'est magique. Regarde. Et voilà. Un petit coup. Pour découvrir Kelly Cruz, ça se passe sur TikTok et sur Instagram. Voilà, avec le conseil en prime pour lisser ses joints de carrelage, c'est pas mal. Alors, au-delà de faire de la dimension commerciale, la notion de faire vivre son territoire, elle est aussi très prégnante dans le projet d'entreprise en milieu rural. Je pensais notamment aux estivales. Racontez-nous un peu, Ghislaine, ce projet que vous avez mené aussi dans la zone de Pontivy et de Loudéac. Oui, c'était à Rohan. En fait, le projet est né d'une femme de Bretagne, la propriétaire du manoir du Quingot, Valérie Millot, qui souhaitait ouvrir le manoir à toutes les femmes de Bretagne pour leur donner l'occasion de présenter leur activité, leur talent. Et ça s'est fait sous la forme d'une journée qu'on a appelée les rencontres estivales avec les femmes de Bretagne. Et les femmes s'installaient dans la cour du manoir. Alors le Covid nous a un petit peu empêchés, mais bon, on espère recommencer. Ça a empêché pas mal de trucs, ce petit Covid-là. Oui. Et donc, tout l'après-midi, le public pouvait venir alors acheter, parce qu'il y avait aussi évidemment des artisanes, mais il y avait également des personnes qui présentaient leur profession, dont la généalogie, par exemple, ou pour certains coachs, le moyen de montrer ce qu'elles faisaient.
L'idée, oui, c'est donc de donner de la vie à un territoire, de proposer des activités aux habitants. Ça, c'est ça. Dimension. Et on pouvait participer à des ateliers, à plein de choses, des conférences, il y avait expositions, de la musique aussi. Et l'idée, c'était de faire venir des gens un petit peu partout, de leur faire connaître. Le réseau, bien sûr, le manoir également, et puis Rohan. Et puis Rohan, tant qu'à faire. France Active, il y a une attention qui est particulière qui est donnée aux zones de réhabilitation rurale et aux îles bretonnes. Vous avez soutenu beaucoup de projets en fait sur les îles de l'Ouest. Oui, effectivement, on a initié un partenariat avec l'Association des îles du Ponant il y a maintenant quelques années, puisque quand on parle de territoires un peu moins privilégiés que les autres, on parle de zones de réhabilitation rurale, de quartiers politiques de la ville, mais on a également nos îles bretonnes sur lesquelles c'est pas toujours facile de créer une activité économique pérenne tout au long de l'année. Nos îles bretonnes, elles dépendent quand même beaucoup du tourisme, et il y a un renchérissement d'un coût de projet de création d'entreprise sur les îles par rapport à une création d'entreprise sur des territoires plus accessibles, qui est de l'ordre de 30%. C'est l'étude qu'avaient fait les îles du Ponant. Donc nous, on essaie d'intervenir au maximum sur le financement de ces projets-là. Et puis ça permet aux chargés de mission sur les territoires de prendre le bateau et de sortir un peu du bureau, c'est aussi sympa. Prendre un bon bol d'air frais. Ils ne sont jamais contre en général, aller sur les îles pour étudier. C'est vrai. Et vous avez soutenu par exemple des microbrasseries. Oui, on a soutenu, alors c'est même plus qu'une microbrasserie à Groix, c'est même une brasserie. Une brasserie tout court. Qui a quand même une taille significative, qui est plus que micro. On a également soutenu la dernière l'épicerie sur l'île de Saint. Voilà, c'est 10-12 projets par an qui sont financés sur les îles bretonnes et elles en ont bien besoin. Pour rendre encore plus palpable cette idée de revitalisation, de redynamisation de la campagne ou des îles, comme vous l'évoquiez, nous prenons la direction de Saint-Christophe-des-Bois dans l'est de l'Ille-et-Vilaine, à l'heure où une grande partie des commerces ruraux ferment. Un jeune homme a décidé de changer la donne. Guillaume a repris en mai dernier le seul commerce de la commune, un magasin qui propose une multitude de services, et c'est Claire Villalon qui s'est rendue sur place. Saint-Christophe-des-Bois, son église, sa mairie et son commerce multiservice. Et donc ça nous fait 2,30 s'il vous plaît. À 26 ans, Guillaume s'est lancé un défi un peu fou, reprendre l'unique commerce de la commune, fermé depuis 1 an. J'étais attendu comme le Messie. Ah oui, il y avait de l'attente. Rien que pour le pain, les gens devaient faire 5 bornes minimum pour avoir du pain. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis son ouverture, Guillaume n'a pas une minute à lui. C'est sport. Il faut de l'exercice un petit peu à côté, garder la condition. Et puis, faut pas avoir peur de mouiller le maillot. Et de courir partout. Voilà, c'est ça. De piétiner partout. Une bonne condition physique et surtout une bonne organisation. Un bon calepin, tous les jours. Et puis, toujours tout noté. Donc, moi, j'ai beaucoup de commandes de pain. J'ai des commandes de pâtisserie aussi. Et ça me permet de savoir tous les jours ce que je dois commander pour le lendemain. Pour pouvoir satisfaire un maximum de clients, il a choisi de proposer plusieurs services. Bar, boulangerie, boucherie, traiteur, épicerie ou encore point relais. On se diversifie, on fait un peu de bar, un petit peu. On multiplie les services afin de toucher le plus de clientèle possible. De façon à ce que quand un client vienne dans le magasin, on puisse trouver le service qui lui correspond. Ça, c'est la blinge. Ah oui. La blinge ou sinon c'est en liquide. Le panier des bois est un vrai commerce de proximité et c'est d'ailleurs ce contact si particulier avec les clients qu'apprécie Guillaume. 2,40, 2,50, c'est tout bon. Moi j'ai goûté à la proximité, j'ai goûté à la grande distribution et je me suis vite rendu compte que je préfère la proximité, je préfère le contact avec le client, je préfère être proche, je préfère le tutoiement, parler, discuter, échanger. Et c'est ça que je retrouve dans les magasins de proximité que je ne retrouvais plus en grande surface, même si la grande surface m'a aidé à faire mes gammes et à apprendre aussi les bases du métier. Le nouveau gérant a cherché pendant plus d'1 année un local et c'est finalement dans cette commune de l'Est du département qu'il a trouvé son bonheur. C'était propre, il y avait le mobilier, c'était en bon état, toutes les gondoles étaient présentes. Moi, c'est une location gérante, donc en plus, j'avais pas d'investissement très lourd à faire, à part un apport pour mon stock de départ, mon fonds de roulement. Donc non, c'était pour une première affaire, c'est une bonne rampe de lancement.
Un projet qui a pu voir le jour grâce à de nombreux soutiens comme la mairie, la CCI et le Crédit Agricole. Et Guillaume va pouvoir très prochainement embaucher une personne en 35 heures semaine. Le panier des bois ne connaît pas la crise. Nous allons maintenant parler des avantages et contraintes de l'entrepreneuriat en milieu rural. Alors Jean-Marc, si l'horizon est plutôt dégagé au niveau des possibles, il y a quand même des points de vigilance à avoir forcément. Oui, il y a forcément des points de vigilance à avoir. On a entendu quelques entrepreneurs au cours de l'émission. On a souvent entendu qu'il y avait des projets professionnels qui se mêlaient en même temps à des projets de vie, qu'un certain nombre d'entrepreneurs ont le souhait d'avoir un impact sociétal très, très positif. Et ça, on ne peut évidemment que s'en réjouir. Cela étant, il ne faut pas oublier que l'entreprise, c'est aussi une entité économique et que parfois, certains projets, aussi vertueux soient-ils, ne fonctionnent pas à terme parce que l'étude de marché n'a pas été suffisante, le modèle économique, le business plan n'a pas été suffisamment bien pensé. Et il faut quand même se dire aussi ce soir qu'on a 25%, je crois, des entreprises qui mettent la clé sous la porte au bout de 2 ans et 50% au bout de 5 ans. Souvent pour ces 2 raisons-là que je viens d'évoquer. Pierre-Yves Boulge, pour compléter peut-être les propos de Jean-Marc, vous avez un rôle chez France Active d'analyse du risque de ces projets. Qu'est-ce qu'on observe ? Oui, alors je ne peux que souscrire aux propos de Jean-Marc sur la nécessité de réaliser un bon accompagnement amont auprès des experts comptables, auprès de structures spécialisées comme les consulaires, BGE. Alors c'est toujours compliqué d'en citer une parce que derrière il faut citer toutes les autres, mais il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent sur l'accompagnement amont. Et nous, on va avoir un rôle c'est vrai, d'analyse de risque parce qu'on mobilise des outils financiers qui sont financés sur fonds publics. C'est la région Bretagne, la Banque des Territoires, BPI France derrière. Et donc on doit derrière circonscrire ce risque au maximum pour l'entrepreneur bien sûr, mais aussi pour les financeurs publics qui dotent nos outils financiers. Et donc on va avoir un regard qui est à la fois bienveillant, mais qui est quand même critique vis-à-vis du projet de l'entrepreneur pour essayer de bien lister l'ensemble des risques qu'on visualise sur le projet, essayer de limiter, de circonscrire au maximum ce risque pour l'entrepreneur. Ouais, il faut calculer le seuil de rentabilité, avoir la trésorerie suffisante. Et par exemple, vous accompagnez sans caution, en fait, un système de sans cautionnement pour les prêts bancaires parce que c'est important de pouvoir quand même se lancer et de ne pas prendre trop de risques non plus. Oui, alors c'est là que je fais le lien avec Femmes de Bretagne. On a des garanties d'emprunt bancaire qui ciblent certains publics spécifiques, dont les femmes créatrices repreneurs d'entreprises, qui ont encore un frein à l'endettement un peu plus important que les hommes. On a un taux de création d'entreprises par les femmes qui est encore un peu inférieur à 40%. Et malgré tous les efforts de Femmes de Bretagne, de Féminin, de France Active Bretagne, on a encore du travail à ce niveau-là. Et donc ces garanties permettent effectivement d'avoir 0 caution personnelle pour les femmes qui créent et reprennent, également pour les entrepreneurs les plus précaires qui sont au RSA, qui ont peu d'apport personnel, et puis les personnes qui sont sur des territoires justement fragiles comme les zones de réhabilitation rurale. Pour que ça fonctionne, vous me parliez aussi de l'importance d'un fort réseau local et j'imagine que Ghislaine ne va pas vous contredire à ce propos et c'est d'ailleurs tout l'intérêt de Femmes de Bretagne finalement. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on se sent moins seul à partir du moment où on est sur un réseau. On peut trouver des réponses à des questions qu'on peut se poser soi-même, et quelquefois c'est les autres qui vous posent les questions et ça fait tilt. Ouais. Donc vous organisez beaucoup de rencontres, d'ateliers aussi pour suivre ces femmes. Ça se passe comment, sur quel thème? Alors les thèmes sont à la demande, j'ai envie de dire. C'est souvent effectivement lors d'une rencontre, on se rend compte justement que les femmes manquent d'informations sur certains domaines et donc on essaie de trouver quelqu'un, un professionnel qui va venir faire un atelier pour bien leur expliquer et bien répondre à leurs interrogations. Alors c'est très varié, hein. Ça peut être effectivement sur leur assurance en tant qu'entrepreneur, parce que les femmes, elles sont souvent, enfin celles que je vois, moi, elles sont souvent passionnées par ce qu'elles font. Elles connaissent leur sujet à fond. Mais alors, quand il s'agit de choisir un statut pour s'installer ou de penser à tous les à côté qui sont quand même essentiels, c'est plus compliqué. Et ce qui est intéressant aussi au sein de Femmes de Bretagne, c'est le partage d'expérience. Voilà. Et ça permet justement, autour d'une table, simplement en discutant, d'avoir le retour de ce qu'ont fait certaines dans le passé et d'éviter peut-être
quelques petites bêtises. Des erreurs stratégiques ou des erreurs de jugement. Oui, simplement déjà en échangeant, parce que dans le réseau, il y a toutes sortes de femmes. Certaines ont des expériences qu'elles peuvent aussi partager avec celles qui débutent. Et ça peut permettre d'éviter peut-être des erreurs et donner aussi une impulsion, parce que quelquefois, on a des porteuses de projets qui sont passionnées par leur sujet, bien sûr, mais qui n'osent pas vraiment, parce que la peur est toujours là pour la création. Chez les femmes, c'est un pas à franchir, quoi. Il y a encore du travail en perspective, mais on a bien compris que le réseau peut effectivement faire aussi beaucoup pour passer des paroles aux actes. Je vous propose de découvrir maintenant une entreprise qui a su tirer parti de son implantation en milieu rural. Foil & Co est basée dans le Finistère, à côté de Sizun, à Le Tréhoux, pour être précis. En 2016, Tanguy Le Bihan décide de monter son entreprise, et même s'il conçoit du matériel pour la voile, le surf, le kite, c'est à la campagne que son atelier de fabrication a pris ses quartiers et a su s'épanouir de la plus belle des manières. C'est comme un petit air marin, une brise iodée, qui souffle depuis 5 ans sur la commune de Le Tréhoux. Ici, une trentaine de personnes s'activent tous les jours dans les ateliers de Foil & Co pour produire ceci. Ça, c'est un hydrofoil qui va se mettre sous une planche. C'est dédié à la pratique soit du wingfoil, c'est ce nouveau sport là qu'on voit avec des ailes un peu gonflables, soit faire du surfoil. Et voilà. Et donc c'est une pièce qui est très légère, très rigide, qui est faite en Bretagne, dans le Finistère. Fabriqués à base de carbone préimprégné, un matériau solide et high-tech, ces foils se vendent aussi bien en Europe qu'au Japon ou en Nouvelle-Zélande. Des clients séduits par la qualité du travail à la française. La chance qu'on a ici dans l'atelier, c'est qu'on maîtrise toutes les phases de la fabrication, que ce soit de la conception dans les bureaux, à la fabrication des moules, aux fabrications de pièces, jusqu'à la finition des pièces, on maîtrise tout ça. Donc dès qu'il y a une petite modification à faire parce qu'il y a quelque chose qui va ou qui ne va pas, on peut intervenir très vite. Longtemps, Tanguy a cherché un lieu pour accueillir son entreprise. Mais le budget serré d'une société en création et les besoins spécifiques liés à l'activité n'ont pas permis de s'implanter en région brestoise ou dans une zone portuaire. C'est une annonce sur Internet qui a fait atterrir Foil & Co à Le Tréhoux, sans regret. Si on avait eu ça dans une grande ville, on serait passé un peu inaperçu. Ici, en fait, ça attire l'attention. On s'est toujours occupé de nous. Quand on avait des coups de main, je prends toujours l'exemple, on avait une grosse presse qui pesait plusieurs tonnes, il fallait la décharger, on n'avait pas les moyens, on allait voir à côté, on trouvait toujours un arrangement. Et non, ça s'est toujours bien fait. Le maire du Tréhoux nous a toujours filé des coups de main parce qu'il était content d'avoir ça se développer dans sa commune. Donc en fait, on est beaucoup moins seul dans ces petits villages de campagne que l'on est, à mon avis, dans les grandes agglomérations. Donc ouais, c'est une chance, c'est super. Une ruralité qui aurait aussi participé à définir l'ADN de l'entreprise. Logiciel en open source, machines auto-construites et low-tech. Les salariés sont aussi formés maison et viennent d'horizons variés. J'étais pâtissière avant. Il n'y a rien à voir avec ça, mais ça reste un travail assez minutieux et très manuel, donc ça c'est bien. C'était un peu l'état d'esprit de la boîte qui m'a plu, parce que c'était presque une mini start-up au départ et c'était assez intéressant de se lancer aussi dans le projet, quoi. Une mini start-up qui a bien grandi. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 3 l'an dernier et l'embauche de 30 salariés est prévue en 2022, si bien que Foil & Co se voit dans l'obligation de déménager, à regret certes, mais à 8 km seulement sur la commune de Pincran. On peut travailler en milieu rural, ça ne pose aucun souci. S'il y a de la logistique, s'il y a du flux Internet, aujourd'hui on peut installer des grosses entreprises à la campagne. Au contraire, ça permet aussi aux salariés de ne pas subir toutes les conséquences en fait, des grands centres urbains, c'est-à-dire la flambée des prix, c'est-à-dire la circulation et toutes ces choses-là. Voilà pour ce reportage. Pierre-Yves Boulch, un mot sur l'accompagnement des entreprises. On voit une belle croissance pour Foil & Co. Vous aidez aussi au développement du business pour ces entreprises en milieu rural.
Oui, alors effectivement, une fois que les entreprises sont financées, derrière, on accompagne les premières années de lancement. Alors, on le fait en collectif, hein, on fait beaucoup de coopération en Bretagne. Donc, nous, on vient de remporter un marché là, de la région Bretagne qui s'appelle Passe Création, où avec la Chambre de commerce Bretagne, Chambre régionale des métiers, le réseau Initiative, l'ADI, France Active Bretagne et le réseau BGE, on a à peu près 1500 entrepreneurs tous les ans qu'on va accompagner en post-financement pour essayer de, toujours pareil, de circonscrire le risque sur le lancement et d'essayer d'aider au développement. On a parfois des très belles réussites, des boîtes qui ont 2 salariés la première année, qui sont à 15-20 au bout de 2 ans. Alors c'est pas non plus une proportion extrêmement importante, mais il y a vraiment des très belles réussites. On va continuer à parler des dispositifs d'accompagnement, des aides que peuvent apporter vos réseaux et vos structures. Et justement, quand on parle de soutien et de conseil au bon développement de son activité, on pense forcément à notre partenaire Serre France Brocéliande. Notre chronique nous amène du côté de Champy, où chaque jeudi, le camion de la pâte à pizza fait escale. Au volant, le jeune entrepreneur de Bourg-Barré sillonne toute la semaine la campagne sud de l'Ille-et-Vilaine. Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Quelle merveille de manger une pizza comme ça, délicieuse. En plus, quand c'est un food truck qui vient juste à côté de chez nous, à la campagne. Eh bien, Nicolas, ça fait 2 ans maintenant que vous êtes installé ici avec votre food truck. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'un changement de reconversion professionnelle? Parce qu'avec ma femme, on en avait un peu marre de Paris, la région parisienne. On voulait s'expatrier un peu à la campagne. Et donc on a eu ce projet de venir sur Rennes. Moi j'étais pâtissier avant, donc j'ai réfléchi à ce que je voulais faire, donc j'ai décidé de faire des pizzas. Vous avez choisi vraiment de placer votre food truck dans différentes communes aux alentours de Rennes. Comment vous avez fait votre choix? Au final, ça a été très simple. On a décidé de prendre un périmètre autour de chez nous et puis d'envoyer des lettres à toutes les mairies. Et puis les mairies qui nous ont répondu favorablement, on les a contactées. C'est un projet original et c'est aussi valorisant de voir qu'effectivement aujourd'hui c'est une activité qui réussit, qui redonne de la vie dans certaines communes, puisqu'il s'est implanté dans des communes parfois très rurales où il n'y avait plus de commerce de proximité. Et donc c'est un réel intérêt à la fois donc, pour le territoire, mais aussi pour nous dans notre accompagnement. Comment ça s'est fait votre rencontre avec Serre France Brocéliande? Bêtement, j'ai cherché sur internet un comptable et puis je suis tombé sur Serre France. J'ai envoyé un message et puis ça a bien marché avec M. Palierne. Pour l'instant, tout se passe bien. Déjà, on l'a reçu à de multiples reprises pour l'écouter, l'entendre sur son projet, avancer avec lui, lui apporter des conseils pour la création d'entreprise, à la fois sur des questions d'ordre comptable, juridique, fiscal, mais aussi sur les dispositifs d'accompagnement, notamment pour ce qui est des aides Pôle emploi, dans l'accompagnement à la création d'entreprise. Mettez-nous dans la confidence. C'est quoi votre pizza préférée? J'ai un petit faible pour les vases crème et notamment la bergère. Elle est vraiment délicieuse. Mais quel gourmand! Alors le financement, c'est au cœur du métier de France Active. C'est quoi les enjeux en matière de soutien financier pour les projets d'entreprise en milieu rural, Pierre-Yves? Alors les entreprises en milieu rural ont besoin évidemment de moyens pour financer les investissements, mais aussi, alors attention je vais dire un gros mot, aussi le besoin en fonds de roulement. Désolé, on a des outils financiers qui permettent de financer ce fameux BFR, besoin en fonds de roulement, qui constitue en fait, pour dire les choses rapidement, la trésorerie de départ nécessaire aux entrepreneurs pour attendre le paiement de leurs clients. Il y a parfois des délais de paiement quand on est une entreprise, et s'il n'y a pas cette trésorerie de départ qui permet de faire face à ces décalages de paiement, les entreprises peuvent être en difficulté de trésorerie, avoir du mal à payer les salaires si elles ont des salariés, les factures. Et donc on a des outils de garantie, de prêt, qui permettent aux entrepreneurs, notamment des zones rurales, d'avoir des conditions idéales pour démarrer leur business. Vous êtes financeur, cofinanceur, vous le disiez, vous êtes aussi à l'interface de plusieurs partenaires, et vous notiez une forme de mobilisation d'un certain nombre d'acteurs de la finance à l'égard de projets porteurs de sens. Aujourd'hui, c'est une vraie réalité.
Oui, exactement. Alors, on a une particularité. On est financeur solidaire parce qu'on utilise des fonds issus de l'épargne solidaire. Il y a eu des réformes réglementaires qui ont permis de collecter beaucoup d'épargne citoyenne solidaire sur ces fonds-là. Et avec des acteurs comme notamment les Cigales de Bretagne, qui sont des clubs d'investisseurs locaux, on a ce souhait de développer ces projets à impact sociaux, environnementaux, territoriaux, ces entreprises qui ont du sens. Et donc, on se mobilise pour mettre en place ces moyens financiers un petit peu hors normes qui sortent des fonds publics ou des logiques de capital investissement plus classiques. Pour aider l'émergence d'entrepreneuriat en milieu rural, vous dites qu'il faut une politique volontariste en fait, des pouvoirs publics. C'est indispensable en fait. Oui, c'est indispensable parce que on a des activités qui ont parfois plus de mal à atteindre leur rentabilité. Il y a moins de densité d'habitants, donc de clients aussi parfois. Donc quand on regarde des ratios, des normes sectorielles, on peut parfois difficilement comparer une même activité exercée dans le centre de Rennes avec une activité dans le centre Bretagne. Il n'y a pas toujours le même potentiel de clientèle. Et les investissements de départ sont parfois très lourds. On a parfois des locaux qui sont un peu désuets dans les campagnes. Et donc, il y a besoin d'avoir les intercommunalités, la région Bretagne, qui mettent des subventions d'investissement pour que l'endettement soit pas non plus trop élevé pour ces repreneurs, notamment en zone rurale. Il faut miser, Ghislaine, sur la complémentarité des réseaux, puisque je sais que vous êtes déjà tous les deux déjà partenaires à travers vos réseaux respectifs, et puis aussi des organismes. Par exemple, vous disiez, la communauté de communes de Pontivy vous suit, vous prête des locaux, ça c'est indispensable. C'est indispensable, on a toujours besoin pour des rencontres, pour des ateliers, pour organiser des matinées, par exemple, d'information sur justement le financement de l'entreprise ou des choses comme ça. On a besoin de lieux où se réunir et ça, c'est nous vraiment en Centre-Bretagne, on ne se plaint pas du tout. C'est super. On a Pontivy Communauté qui nous prête des locaux, on a la CCI, on a même les mairies des petites communes. On peut, je pense, s'installer un petit peu n'importe où, il n'y a aucun problème. Et vous, votre rôle de coordinatrice, c'est aussi d'aller toquer aux portes, solliciter, solliciter ces acteurs avec toujours une réception plutôt bienveillante. Moi, je dirais oui. Très bienveillante et même des grosses entreprises nous aident. C'est vraiment un plaisir de se dire que tout le monde a envie que ça marche. Il n'y a pas de concurrence en fait. Non. C'est ça. Le réseau n'est pas, on n'est pas du tout dans un problème de concurrence entre les personnes qui font partie du réseau. Même avec la même activité, elles vont se donner des coups de main. Vous parliez aussi d'une spécificité de Femmes de Bretagne qui est les Bretonnes solidaires, donc des personnes qui font partie du réseau, qui ne sont pas forcément entrepreneuses, mais qui viennent donner un coup de main parce qu'elles ont du temps, une compétence. Voilà, elles ont envie de partager leurs compétences, elles ont envie d'aider. Alors ça peut être des salariés, ça peut être des retraités, bien sûr, des étudiantes, des femmes au foyer aussi. Et elles apportent autre chose, elles ont un autre œil. Elles peuvent participer, ne serait-ce lorsqu'on organise les estivales ou quand on ouvre une deuxième boutique Berbad à Rouen, par exemple. On a toujours besoin d'un coup de main et elles trouvent aussi quelque chose de... En général, c'est pas étonnant de voir une Bretonne solidaire qui devient une porteuse de projet avant de s'installer. Voilà, comme ça la boucle est bouclée. Jean-Marc, mettre en avant ces entrepreneurs et entrepreneuses, ça passe aussi par un événement comme les Coqs d'Or. Alors, ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas entendu parler de ce trophée, Jean-Marc, vous allez tout nous expliquer parce que c'est tout beau, tout neuf. Oui, bien volontiers. Alors c'est peut-être le moment de dire ou de redire que The Land, ça n'est pas uniquement de la formation. Alors bien sûr, on a des écoles d'enseignement supérieur, des lycées, mais on a aussi pour vocation d'accompagner les initiatives sur les territoires ruraux, l'innovation. On a aussi un dispositif d'incubation et un tiers-lieu. Et donc on a souhaité créer un événement qui soit un événement qui mette en évidence la modernité des territoires ruraux, montrer que ce sont des territoires qui sont pionniers d'innovation. On parlait tout à l'heure du rôle que jouait Femmes de Bretagne. Eh bien, nous, au travers les Coqs d'Or, on va récompenser
à différents échelons, à l'échelon de la commune, à l'échelon du pays, à l'échelon de la région, puis à l'échelon national. Les plus belles initiatives autour de 4 catégories: l'entrepreneuriat, l'environnement, la culture et puis le lien social. On aura peut-être le plaisir d'avoir parmi les candidats au trophée des Coqs d'Or Femmes de Bretagne. En tout cas, c'est une invitation qui est lancée. Et des trophées qui ont reçu un haut patronage du ministère de la Culture. Et d'ailleurs, le ministre Julien de Normandie a souhaité nous adresser un message vidéo que l'on découvre tout de suite. Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureux de m'adresser à vous pour lancer les Coqs d'Or. Je ne peux pas être présent physiquement parmi vous, mais je tenais à réaliser ce message vidéo pour dire tout mon soutien à cette belle démarche et pour célébrer avec vous l'innovation dans les milieux ruraux, notamment dans les domaines de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Car oui, j'en suis convaincu, parce qu'elle est extrêmement innovante, l'agriculture est un levier essentiel qui contribue au dynamisme et à la vitalité de nos territoires ruraux. D'ailleurs, depuis mon arrivée à la tête de ce ministère, l'innovation et la recherche sont au cœur de ma vision politique pour l'agriculture et pour l'ensemble de notre chaîne alimentaire. Nous avons la chance dans notre pays d'avoir un écosystème d'innovation parmi les plus dynamiques au monde et nous allons investir massivement. Nous allons investir massivement grâce au plan France 2030 pour aller encore plus loin. Songez, mesdames et messieurs, que ce sont plus de 2,8 milliards d'euros qui seront ainsi investis, ainsi dédiés à ce que j'appelle la 3e révolution agricole, mais aussi à l'alimentation de demain pour relever les défis nutritionnels. Alors, cette 3e révolution agricole, elle repose, à mes yeux, sur la connaissance et sur le vivant. C'est cette révolution de la connaissance et du vivant qui est aujourd'hui déjà en cours sur nos territoires, mais qu'il nous faut accompagner. Cette 3e révolution agricole, elle fait suite à la première révolution qui était le machinisme, à la 2e qui était l'agrochimie. Elle repose donc sur le vivant et la connaissance, et plus particulièrement sur 4 éléments. D'abord le numérique, ensuite l'agrorobotique, également la génétique, et enfin le biocontrôle. Ce sont autant de technologies qui se développent au cœur de nos territoires ruraux. Nous les voyons partout, dans nos départements, qui essaiment ici des nouvelles technologies, ici des technologies déjà accessible à nos agriculteurs et demain la possibilité de mettre en œuvre cette 3e révolution agricole au bénéfice de la nutrition, de l'environnement, mais aussi de nos productions agricoles. Alors vous le voyez, mesdames et messieurs, les possibilités sont immenses. Mais pour réussir cette 3e révolution agricole et relever ces défis, nous avons besoin de toutes les forces en présence. Il nous faut détecter les acteurs et les entreprises qui innovent pour les accompagner et les soutenir. Et c'est ça, je dois le dire, l'esprit des Coqs d'Or, auquel je suis ravi d'accorder le haut patronage de mon ministère. Et je voudrais vraiment remercier The Land et l'ensemble des partenaires pour leur soutien à cette démarche. Comme vous, je suis convaincu que c'est aussi au cœur de nos ruralités que naîtront les solutions pour répondre aux défis auxquels nous faisons face. Alors, chers porteurs, chères porteuses de projets, entreprises et associations, acteurs des territoires, à vos candidatures. Je sais pouvoir compter sur vous et sur la force de vos propositions et soyez certains que vous pouvez compter sur moi. Je vous dis à très bientôt. Jean-Marc, peut-être un petit complément par rapport à ce qu'a dit le ministre à l'instant. Alors, je note que l'appel à candidature est lancé. Voilà. La cérémonie se déroulera le 7 avril prochain à la Gacilly. Ce sera effectivement l'occasion de récompenser toutes les initiatives et les innovations au territoire rural. On avait une intervention du ministre de l'Agriculture. Évidemment, les agriculteurs pourront candidater, on sera ravis de les récompenser, mais c'est un trophée qui vise à récompenser véritablement toutes les initiatives et les innovations. Donc ce n'est pas
exclusif des autres innovations sur nos territoires ruraux. Merci Jean-Marc, merci beaucoup à tous les deux pour vos éclairages sur ce thème de l'entrepreneuriat en milieu rural. On n'hésite pas à frapper à la porte de Femmes de Bretagne, de France Active si on a un projet. Merci Jean-Marc pour votre participation une nouvelle fois à cette émission. On se retrouve bien évidemment le mois prochain et nous parlerons d'énergie. Oui, on se demandera si l'énergie viendra de nos campagnes demain. Et ben voilà, vaste question. On compte sur vous donc le mois prochain pour un nouveau numéro de Nouvelle Ère.